Un programme de quantitative easing technique de la Réserve fédérale des États-Unis est-il suffisant pour sauver un S&P 500 en excès massif et historique de valorisation? Chers amis, dans cette nouvelle édition du Top Gun, et après la Fed la semaine dernière, qui a annoncé en quelques lignes, non pas un QE technique, mais un QE technique intermittent. Je vous explique tout. La différence entre la fin d'un programme de quantitative tightening, l'étape d'un QE technique intermittent, l'étape possible en 2026 d'un QE technique, l'étape possible en 2026 plus tard d'un quantitative easing classique avec ses différents degrés. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Nous approchons de la fin d'année, la Fed s'est exprimée la semaine dernière, il y a du positif, il y a du moins positif, en même temps elle ne pouvait pas davantage se mouiller en attendant des chiffres macroéconomiques, mais globalement, la Fed, la semaine dernière, a dévoilé des éléments intéressants. Pour autant, est-ce suffisant pour simplement maintenir un S&P 500 tout en haut, à la fois d'un point de vue technique, vous le savez, et tout en haut, d'un point de vue de la valorisation boursière, alors qu'en faisant la moyenne des différentes mesures de valorisation boursière, eh bien nous sommes tout simplement sur un record historique. Alors oui, il y a des bénéfices, mais on voit, typiquement, prenez les résultats d'Oracle, à S&P 500 aussi haut, il faut délivrer. Et la moindre déception, par rapport à tous les investissements qui sont faits dans l'IA, la moindre déception sur des attentes de chiffre d'affaires, des attentes de bénéfices, la moindre petite déception crée de la pression sur le marché, car des valorisations aussi élevées, il faut les justifier. Alors, la Réserve fédérale des États-Unis, la semaine dernière, a baissé ses taux. Pour certains, la dernière baisse de taux avant des mois, avant le printemps prochain, mais les choses peuvent avoir... En fait, la Fed s'est donné des marges de manœuvre, même si effectivement, dans la mise à jour de ses projections macroéconomiques, elle ne pouvait pas annoncer un agenda de baisse de taux l'année prochaine, c'est pas sérieux. Par contre, je vous décrypte la mise à jour de son tableau de projection macroéconomique. Vous allez voir, elle donne des seuils d'alerte, des seuils de déclenchement où elle pourrait agir. Et puis, beaucoup de choses ont été publiées la semaine dernière. Êtes-vous au courant du nouveau rapport de force au sein du FOMC? Êtes-vous au courant de la politique monétaire non conventionnelle? Enfin, c'est quand même pas rien. Nous sommes passés de la fin du programme de quantitative tightening, c'était le lundi 1er décembre 2025, à... Alors, c'est pas dit explicitement, oui, ce n'est pas un programme de quantitative easing chiffré avec des montants, nous en sommes loin, ce n'est même pas un programme de quantitative easing technique, un QE technique chiffré avec des montants mensuels, mais je le qualifie de la façon suivante. La Fed, la semaine dernière, a annoncé un programme QE technique intermittent, où elle s'est donné le droit d'agir à tout moment, plutôt en mode d'urgence, sur le marché monétaire et le marché interbancaire, pour favoriser la liquidité, notamment entre les banques. En fait, maintenir un bon niveau de réserve bancaire pour que le système bancaire puisse bien fonctionner. En soi, c'est nouveau. Vous savez, les choses vont se faire par étapes. Il y a encore une inflation à réduire, et le chômage inquiète, il y a une inflation à réduire. Les choses se font par étapes, tout prend du temps. Je sais que certains attendent, comme le BCI, le QE classique. Il y a plein d'étapes avant. Et qui agit sur quoi? Qui agit sur les taux? Quelle partie de la courbe des taux? Les taux court terme, les taux long terme et le marché action dans tout ça. Et les secteurs. Bon, je vous fais un point complet. Donc, la question que je pose, j'essaie de faire les choses structurées, je vais essayer de ne pas faire trop long. Est-ce qu'un QE technique de la Fed changerait les choses pour un S&P 500 qui doit faire ses preuves quand on est aussi haut sur le plan technique? Lorsqu'on est sur des records, alors ça dépend les mesures de valorisation boursière, mais concrètement, sur des records ou proches des records en termes de valorisation, il y a deux choses. Première chose, il faut faire des bénéfices. Pas le choix. Ça, pour se maintenir au prix du marché, il faut faire des bénéfices qui justifient ces prix. Donc déjà, il y a la pression microéconomique. Ensuite, à côté de ça, il faut un cadre monétaire qui permette de se maintenir à un tel niveau. Donc un cadre monétaire qui ne soit pas restrictif, qui ne tente pas vers davantage de restrictions. Là, le cadre monétaire devient de plus en plus accommodant. Reste à savoir à quelle vitesse et dans quelle amplitude. À la fois de la politique monétaire conventionnelle et non conventionnelle. La politique monétaire conventionnelle, le cycle des taux d'intérêt,
eh bien, est-ce que la Fed peut reprendre des baisses de taux avant le printemps prochain? Est-ce qu'il faut attendre avril, mai, juin? Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais on n'en est pas si loin. Vous allez voir, il faut bien lire le tableau des projections macro, je vais le faire avec vous. D'autre part, la politique monétaire non conventionnelle, les choses... En fait, les gens ne se rendent pas compte. Entre mars 2022 et décembre 2025, le bilan de la Fed reculait. C'était le quantitative tightening. Et puis là, ça y est, nous sommes passés. Il ne dit pas son nom. La Fed n'a pas explicitement dit nous lançons un programme de quantitative easing technique pour assurer la liquidité interbancaire. Elle a simplement dit nous nous autorisons à intervenir, si le besoin s'en fait sentir, sur le marché monétaire et le marché interbancaire via l'achat d'obligations court terme pour maintenir un bon niveau de réserve bancaire. En soi, c'est donc pas un QE technique. Pourquoi technique? Quand je dis technique, c'est centré sur les taux d'intérêt à court terme. Le vrai QE vise la partie longue de la courbe des taux d'intérêt, les obligations à duration longue. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Bon, mais elle a fait, en décembre, elle a déjà fait une intervention d'urgence de 13 milliards. Ce qu'elle nous dit la semaine dernière, c'est qu'elle peut en faire à tout moment. Voilà, c'est une nouvelle étape qui est franchie. Il faut être patient, step by step, step by step. Donc, dans cette nouvelle édition du Top Gun, je vous fais une synthèse complète des nouvelles perspectives de politique monétaire de 2026. Je vais bien vous montrer que nous ne sommes pas enfermés dans un scénario qui ne verrait pas baisse de taux avant avril-mai. Les choses peuvent aller très vite et dès janvier. En fonction de quoi, je vous donne les clés à suivre. Deuxième partie, fin du QT en décembre dernier. La semaine dernière, annonce à l'écrit dans le communiqué de presse de l'engagement d'un programme de quantitative easing technique par intermittence ou en version déclenchement urgence. Je le définis comme ça. Bon, jamais la Fed n'a prononcé le mot QE technique. Je le prononce parce que dans les faits, c'est ça. Le bilan augmentera légèrement via l'achat de titres court terme pour écraser les taux à court terme, favoriser la liquidité monétaire et interbancaire. En soi, c'est ça, c'est comme ça. Mais même les mots n'ont pas été définis comme ça par la Fed, mais c'est ainsi. Dans les faits, c'est opérationnel, c'est ainsi. Bon, quelle est la différence? Est-ce que c'est suffisant pour maintenir le S&P 500 tout en haut? La réponse est non. Je vous le dis tout de suite, non. La réponse est non. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Mais les choses peuvent évoluer, il y a différents degrés. Il faut bien faire la différence. Fin du QT, QE technique par intermittence, QE technique vrai, QE classique et les degrés de QE. Ensuite, ce mardi 16 décembre, c'est le NFP. Ça va très vite. Double NFP. 2 rapports NFP en retard sont publiés ce 16 décembre. Dans le tableau, la semaine dernière, de mise à jour des projections macro, la Fed a défini un seuil d'alerte du taux de chômage à 4,4% pour 2026. Est-ce que vous savez à quel taux de chômage on est actuellement? On est déjà à 4,4%. Eh oui. Donc le moindre tic à la hausse au-dessus, la Fed peut reprendre des baisses de taux en janvier. Vous voyez, tout peut aller très vite, très très vite. Même si là, au stade actuel, personne n'en envisage avant avril. Tout peut aller très vite. Double rapport NFP ce 16 décembre. Et enfin, donc, suite à tout ça, je vous fais un point technique débriefing sur le S&P 500 et sur les taux d'intérêt US, court terme, long terme, puisque c'est la clé, en particulier les taux d'intérêt à long terme. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Un programme de quantitative easing technique de la Réserve fédérale des États-Unis changerait-il la donne en 2026? Alors que, attention, je le répète, la Réserve fédérale des États-Unis la semaine dernière n'a pas en l'état annoncé un programme de quantitative easing technique, mais un programme de quantitative easing technique par intermittence, où concrètement elle peut agir à tout moment sur le marché monétaire, sans s'être engagée sur des achats fixes. Voilà, tout simplement. Mais en soi, c'est une nouveauté. Le plan, je vous l'ai donné, 4 grandes parties, et nous commençons donc directement par la première partie, les nouvelles perspectives de politique monétaire de la Fed pour 2026. Beaucoup d'informations intéressantes ont été publiées la semaine dernière. Il n'y a pas seulement la baisse de taux, il n'y a pas seulement le fait qu'il n'y aura plus de baisse de taux avant le printemps prochain. Les choses peuvent aller très vite. Il faut savoir analyser les éléments que la Fed a proposés en termes de perspectives d'emploi, de croissance économique, d'inflation PCE, de bilan et bien sûr le rapport de force au sein du FOMC. Donc c'est ce que nous allons faire immédiatement, chers amis, et nous commençons sans plus attendre par le communiqué de presse. Première information dans le communiqué de presse, vous avez ces 4 paragraphes à lire. L'emploi. D'ailleurs, dès le premier paragraphe, la Fed mentionne la hausse du taux de chômage. Alors, il faut lire entre les lignes. Il y a bien sûr l'équilibre inflation-emploi. On le voit très bien, l'inflation doit tendre à 2%, l'emploi doit rester sous un certain seuil dont je vais vous parler. Sauf que jamais l'emploi n'a été autant mentionné. Cette semaine, le mardi 16, vous avez 2 rapports sur l'emploi publiés d'un coup, 2 NFP en retard. Les choses peuvent changer et dès ce mardi, concernant les anticipations de baisse de taux de la Fed, le marché n'en voit pas avant avril,
la moindre déception de l'emploi, on a une baisse de taux en janvier. Bien sûr, l'inflation reste un sujet. Ça, il n'y a pas de surprise. Première information, ce paragraphe ici. C'est l'annonce d'un programme de quantitative easing technique qui ne porte pas son nom. Pourquoi? La Fed ici vous dit qu'elle peut utiliser son bilan pour intervenir à tout moment et maintenir un bon niveau de réserve bancaire. Un peu comme elle a fait en décembre lors d'une intervention d'urgence de 13 milliards de dollars, 13,5. Sauf qu'un QE technique classique aurait été de dire chaque mois nous allons acheter tant d'obligations court terme et pendant telle durée. Elle ne l'a pas dit. Ça c'est le QE technique classique. Un QE technique n'est pas un QE. J'arrive avec des explications après et dans un tableau vous allez bien comprendre les impacts différents sur les taux. Parce que la question est de savoir est-ce que ça peut changer la donne pour les S&P 500. En l'état, ça non, ça change pas la donne. Mais ça permet de stabiliser, ça évite le pire. Mais la Fed nous dit qu'elle peut à tout moment agir sur le marché interbancaire, donc elle voit bien qu'il y a un stress de liquidité, que les niveaux des réserves bancaires are arrivé à un plancher, et elle va le maintenir. C'est l'étape d'après, elle a arrêté le QT, maintenant, le bilan va remonter très légèrement. Deuxième information, donc ça c'est pour le bilan. Deuxième information, je vous en ai beaucoup parlé, le rapport de force au sein du FOMC. Rapport de force au sein du FOMC, 12 personnes votent au sein du FOMC, 12 personnes. La baisse de taux de la semaine dernière a été obtenue avec 10 voix sur 12. C'est mieux que 7 sur 12. C'est mieux que 8 sur 12. C'est mieux que 9 sur 12. Alors, 2 ont voté contre, mais en soi, on voit qu'il y a un rapport de force qui n'est pas si défavorable à d'autres baisses de taux, notamment si l'emploi se dégrade. Et ce qui compte vraiment, le facteur fondamental dominant, ce sont les nouvelles projections macro. Et c'est là où il faut bien comprendre. Oui, la Fed, mais elle ne pouvait pas. La Fed ne s'engage pas sur des baisses de taux l'année prochaine. Elle ne pouvait pas le faire. Il n'y en aurait pas avant la réunion d'avril ou même de juin prochain. D'accord, ok. D'ailleurs, elle le dit très bien dans ses projections qu'elle nous livre sur son propre taux d'intérêt. Ne rêvez pas. Voilà. Mais lisez bien ce tableau. Tout d'abord, la Fed maintient pour 2026 un seuil d'alerte de taux de chômage à 4,4%. Elle maintient un seuil d'alerte du taux de chômage à 4,4%. Nous sommes déjà à 4,4%. Et ça, il faut savoir lire entre les lignes. Oui, elle dit en l'état, nous ne nous engageons pas sur un agenda de baisse de taux. C'est la dernière avant peut-être plusieurs mois. Typiquement, si là, ce mardi, le taux de chômage monte à 4,5, hop, baisse de taux en janvier. Exit avril ou juin. Alors bien sûr, si on se maintient à 4,4, bien sûr que non, mais c'est ça qui est. En fait, à travers la mise à jour de ses projections macro, elle s'est donné de la liberté pour agir. Et pour moi, vraiment, elle met l'accent sur l'emploi. Elle ne tolère pas, la Fed ne tolère pas que le taux de chômage aille au-delà de 4,4. Et nous y sommes déjà. En matière d'inflation, elle a révisé en baisse ses anticipations, légèrement. 2,5. Bon, là nous sommes à 2,8. Les indicateurs d'inflation temps réel, notamment sur le PCE, c'est volatile, vous voyez, c'est volatile entre 2,1 et 2,5. Là nous sommes à 2,3. Bon, les choses peuvent aller très vite. Vous savez que la prochaine mise à jour de l'inflation PCE, c'est le 29 janvier. Le 29 janvier. À cause du shutdown, il faut énormément de temps au BEA pour collecter des données. Ce sont des données comptables. Hein. Le PCE, c'est pas comme le CPI. Tout est basé sur les données comptables des entreprises. Donc, là aussi, si vous voulez, la Fed ne pouvait pas s'engager sur un agenda de baisse de taux. Mais il suffit que le taux de chômage, là, fasse un tic à la hausse, ou que l'inflation, qui est actuellement à 2,8, tende vers 2,5 ou bascule un peu en dessous, et c'est reparti pour les baisses de taux. Mais pour l'inflation, il faut être honnête. Bon, tout ce qui est au-dessus de 2,5, ça ne permet pas d'avoir de baisse de taux. Même entre 2 et 2,5, peut-être une. Par contre, c'est l'emploi pour moi le facteur dominant. Et là, il va falloir surveiller ça. Bon. Donc ça, ce sont pour moi des choses vraiment importantes à surveiller. Notez que la Fed est relativement optimiste pour ses anticipations de croissance en 2026, beaucoup plus que la moyenne des économistes qui tapent plutôt sur 1,8-1,9% de croissance, comme en 2025 d'ailleurs. Elle vise du 2,3. Donc on voit que la Fed maintient un optimisme macroéconomique. À voir. En tout cas, la Fed pense qu'il faudra encore plus d'un an pour que les tarifs douaniers soient parfaitement intégrés à l'inflation, que la normalisation se fasse. Là aussi, les choses peuvent aller très vite. Elle s'est mise en tout cas en condition d'agir.
Donc ça, ce sont des informations qui sont majeures. Euh, Moi, je retiendrai vraiment le fait que, d'une certaine façon, la boîte de Pandore a été ouverte concernant son bilan. Le QT, c'est terminé, on le savait. Maintenant, nous sommes dans un QE technique qui ne dit pas son nom, un QE technique par intermittence. Alors, est-ce que c'est suffisant pour sauver le jeu? Est-ce que c'est suffisant pour un S&P 500 qui est déjà très cher? Ben justement, parlons-en. Parlons-en tout de suite. Alors oui, là, je vous remontre, avant d'en parler, le rapport de force au sein du FOMC. La semaine dernière, dans les critères à surveiller, il y avait le nombre de personnes qui votaient pour la baisse de taux. Il y en a eu 10 sur 12. Ça montre que finalement, voilà, il y a quand même plus de personnes accommodantes que prévu. Bon, le cœur de la vidéo. Fin du QT, QE technique, QE classique. Est-ce suffisant pour sauver le S&P 500? Réponse, fin du QT, non. QE technique, non plus. Là, nous n'y sommes pas. Hein. Il y a une étape intermédiaire qui est le QE technique intermittent. Je le nomme comme ça, ce n'est pas de nom officiel. J'ai choisi de le nommer comme ça parce que le fait que la Fed intervienne sur le marché monétaire interbancaire, s'il y a des tensions, elle achète des actifs, elle achète des obligations à court terme. C'est bien donc un QE. Mais un QE technique officiel, c'est lorsque la Fed précise un programme précis. J'en achète tant chaque mois et pendant telle durée. Là, elle n'a pas dit, elle a dit simplement je peux acheter si besoin. Mais je ne donne pas de détails, ni sur le montant, ni sur la durée. Mais s'il s'avère que le marché interbancaire subit plusieurs stress par semaine, elle n'aura pas le choix, elle devra annoncer quelque chose de fixe. Et nous franchirons encore une étape. Mais c'est toujours pas le QE classique. Alors c'est quoi la différence et pourquoi le QE technique ne permet pas de sauver les choses? Et pourquoi le QE classique? Oui, forcément, autant vous dire, je vous le dis tout de suite, si quelque part en 2026, pour des raisons macroéconomiques et monétaires, et notamment avec une volonté d'écraser les taux d'intérêt à long terme, vu la dette publique US, d'autre part des taux d'intérêt à long terme trop élevés, si les taux obligataires de l'État US s'envolent, ceux des entreprises aussi, ça va casser toute la croissance. Derrière, licenciement massif. N'oubliez pas, croissance et emploi, et surtout l'emploi. Ce tableau vous fait un récap, je pense, assez clair. J'espère que c'est suffisamment clair. Vous avez la fin du QT, c'est ce que nous avons depuis le 1er décembre. Le QE technique, c'est ce que nous avons à moitié, puisqu'il est par intermittence. Et le QE classique, c'est ce que nous n'avons pas. La fin du QT n'est pas suffisante. La fin du QT stabilise les choses. Mais ça n'agit pas particulièrement à la baisse, ni sur les taux d'intérêt à court terme, ni sur les taux d'intérêt à long terme. Si vous voulez, dans tous les critères de comparaison, la ligne la plus importante, c'est celle-ci. L'impact sur les taux d'intérêt à long terme. C'est ça qui est crucial. C'est crucial pour l'État américain qui a une dette publique incroyable, encore un gros déficit budgétaire, pour les entreprises qui font de la dette à long terme. C'est la clé, ces taux d'intérêt à long terme. Il n'y a pas que le secteur immobilier, c'est toute l'économie, toute la micro, toute la macro. Les taux d'intérêt à court terme, c'est plus des fonctionnements du marché monétaire, du marché interbancaire, c'est la liquidité immédiate. La clé sont les taux d'intérêt à long terme. Et en fait, c'est là où se situe la clé de voûte, si vous voulez, le point de bascule. Partons du principe, nous sommes dans un QE technique, même si nous n'y sommes pas vraiment, mais on y est quand même un peu. Alors oui, il y a un impact qui sera légèrement haussier sur le bilan de la Fed. Pourquoi? Parce que ce sont des titres qu'à court terme, ça expire. Ce sont des maturités extrêmement courtes. La hausse, elle va être très légère ou provisoire, puisque les maturités sont courtes. Alors, l'impact d'un QE technique, oui, c'est une pression baissière sur les taux d'intérêt à court terme. Il n'y a pas de sujet, notamment sur les taux repo du marché interbancaire. Par contre, c'est une intervention sur la partie courte de la courbe des taux d'intérêt. Le QE technique n'a aucun impact sur les taux longs. Aucun impact sur les taux longs, aucun impact sur les perspectives de cycle des taux d'intérêt de la Fed. Voilà où se trouve le feu rouge. Est-ce qu'un QE technique de la Fed, sachant que nous avons donc là un mini QE technique, on va dire, ou un QE technique par intermittence, est-il suffisant pour changer les choses en 2026? Est-ce que c'est suffisant pour maintenir un S&P 500 qui est tout en haut? Pour maintenir un S&P 500 tout en haut, dites-vous bien, la première chose, c'est d'avoir des bénéfices qui permettent de justifier les prix atteints. Ça, c'est le premier facteur, c'est les perspectives de profit. Maintenant, est-ce qu'un QE technique pourrait compenser des bénéfices décevants? Non. Non. Non, pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est les taux d'intérêt à long terme.
Je vous ai beaucoup parlé par exemple de la pression haussière sur les taux longs japonais, avec l'impact sur les taux longs européens et US. Reprenez le Fast and Forex de la semaine dernière. Le QE technique ne fera pas grand-chose parce que la Fed n'achète pas d'obligations à duration longue. Elle n'en achète pas. Ce n'est pas son objectif. Voilà les limites du QE technique. Le QE classique, vous avez un programme chiffré, en durée, et surtout, le QE classique se concentre sur la partie longue de la courbe des taux d'intérêt, les obligations à duration longue, et l'impact est significativement baissier sur les taux longs. Voilà la différence principale avec entre le QE classique et le QE technique. Donc, la réponse est non. Voilà, au sujet de cette vidéo, la réponse est non, mais malgré tout, c'est du soutien. C'est du soutien. Je dirais que le QE technique a tout neutralisé, la fin du QT a neutralisé les choses. Le QE technique par intermittence, qui peut devenir un QE technique classique, je pense que ça va devenir le cas au premier trimestre 2016, est un facteur quand même de soutien, est une force de rappel, est une force stabilisatrice. Et donc, si le S&P 500 corrige, parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura bien le pullback à 6200 points, l'ancien record historique, ça va finir par arriver, eh bien, ce sera un facteur de frein de la baisse, ou de stabilisation, ou derrière de rebond. Il faut voir les choses comme ça. En tout cas, la politique monétaire n'est plus une contrainte comme elle l'a été entre 2022 et fin 2025. Voilà. Il faut voir le verre à moitié plein. Voilà, j'espère que les choses sont assez claires. Donc, le point de différence, ce sont les taux d'intérêt à long terme. Voilà, le 10 ans américain, le 20 ans américain, voilà, les taux longs, quoi. Les taux longs. C'est vraiment là où les choses se font. Cette semaine, ce mardi 16 décembre, et nous y sommes, attention à la mise à jour, à la publication, de 2 rapports NFP en retard. Oui, 2 rapports NFP en retard. 2 rapports sur le marché du travail, avec la mise à jour de création nette d'emploi, la mise à jour du taux de chômage et de beaucoup de statistiques sur l'emploi américain. Le seuil d'alerte de la Réserve fédérale, le seuil d'alerte de la Fed est à 4,4. 4,4. Le taux de chômage est déjà à 4,4%. Et d'autre part, le nombre de chômeurs en millions de personnes, est au plus haut depuis 4 ans. Ça, c'est la clé. Et donc finalement, tout ce que la Fed a dit la semaine dernière, en termes d'anticipation d'évolution de son taux d'intérêt, le taux d'intérêt des fonds fédéraux, tout pourrait être bouleversé dès ce mardi par la publication de ce double rapport NFP, où le marché va regarder les créations nettes d'emploi, et donc surtout l'évolution du taux de chômage. Et encore une fois, moi c'est vraiment ce que je retiens. La Fed a commencé son communiqué de presse par le taux de chômage. C'est pas rien. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Premier paragraphe, taux de chômage. Donc, ça me paraît être vraiment la donnée fondamentale maintenant majeure qu'il faut surveiller. Alors, impact technique sur le S&P 500 et les taux d'intérêt. Écoutez, le S&P 500, vous savez où est-ce qu'il est? Il est tout en haut d'un canal, tout en haut en termes de valorisation, tout en haut. Il y a des divergences, il y a des choses. La seule question qu'on se pose, c'est ça. Là, vous avez le choc de la guerre commerciale d'avril dernier. On a fait un retour à l'ancien sommet. Maintenant, faut-il d'abord faire un retour à l'ancien sommet pour partir? Ça nous pend au nez. Pour l'instant, on se maintient. Potentiellement, ici, on aurait une structure en épaule, tête-épaule. Il n'y a pas de retour ici tant qu'on tient les 6500 points. Le marché peut très bien décider de faire un range entre 6500 et 7000. Le vrai seuil d'alerte, c'est casser ça. Mais c'est vrai que là, on est en partie haute, on est sous résistance. Donc il faut rester méfiant. Vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku. Voilà. Bon, on casse le Kumo, on revient ici, on casse ça, on va là. Mais pour l'instant, en tout cas quand j'enregistre la vidéo, le support n'est pas cassé. Mais voilà, pour se maintenir à ce niveau-là, il faut des justifications. Donc il faut plus de déception sur les bénéfices. Et puis, mais maintenant, la Fed est un soutien. La Fed est un soutien, quoi qu'on en dise. Donc voilà, alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, oui, on va d'abord revenir ici et ensuite repartir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si on revient ici, c'est une offrande. Un S&P 500 qui revient ici, vous pouvez payer des GAFAM. D'accord? Pour l'instant, on n'y est pas. Tôt ou tard, on y reviendra.
mon worst case scénario pour l'année prochaine, c'est revenir tester ça avant de repartir. Mais tant qu'on tient les supports, tant qu'on casse pas le Kumo Daily, tant qu'on casse pas ça, bah écoutez, le marché peut simplement se maintenir en range ici. Je vous ai expliqué, la clé, ce sont les taux longs. Les taux longs. Les taux longs. Le QE technique ne permet pas de les faire baisser. Mais regardez, le 10 ans américain, il reste dans cette structure ici. Il reste dans cette structure. Il n'y a pas eu d'envolée avec la Fed. Il y a pas de... En fait, c'est parfaitement neutre. Le marché est complètement flat. Ce qui serait vraiment un facteur de soutien, c'est si un jour le 10 ans américain cassait ça et revenait ici. Là, ça ferait vraiment du bien à l'État, à la dette publique, aux entreprises. Pour l'instant, le 10 ans américain est dans une phase de neutralité ici, qui est tout en haut. L'impact sur les taux courts, vous avez là donc le nouveau taux de la Fed, le 2 ans américain reste quand même au bord du gouffre. Donc là, on a une espèce de compression entre les 3,50 et les 3,75. 3,75, c'est le taux de la Fed, on ne va pas repasser au-dessus. Si on casse ce niveau-là, ça veut dire que le 2 ans retourne là, ce sera de l'air. Pour le marché monétaire interbancaire, c'est très bon ça, pour la liquidité à court terme. Donc, il n'y a pas eu de signaux techniques. Les taux US se maintiennent là dans des phases un peu latérales. Et ce qui montre finalement qu'il y a une interprétation quand même globalement accommodante des annonces de la Fed la semaine dernière. Bon voilà, chers amis, j'en dirai pas davantage. Mais alors, d'après vous, voilà, j'espère que les choses sont bien claires concernant ça. Pour moi, la boîte de Pandore a été ouverte dans un sens positif là. Et je reste assez persuadé que quelque part en 2026, nous aurons d'une part un vrai QE technique, et puis même potentiellement d'ici fin 2026, un QE classique. À petit degré, mais un QE classique. Et là, si le S&P 500 à corriger se trouve sur support et qu'on a ce type de programme annoncé, derrière, ça permet de se positionner à bon prix et d'avoir du soutien pour jouer un rebond. Merci à toutes et à tous et bonne semaine. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.